Bonjour à tous, je suis hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette période de pré-rentrée, voire même de rentrée pour certaines filières. Et afin de bien démarrer cette nouvelle année scolaire universitaire, je voulais faire une vidéo sur les différentes méthodologies d'apprentissage parce que je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel aujourd'hui dans l'enseignement. Et malheureusement, c'est un point que, en tant que formateur, je le vois dans les différents établissements dans lesquels j'interviens. On n'a pas toujours le temps de faire un point méthodologie parce que c'est pas la volonté, par exemple, de l'établissement, parce qu'on manque de temps. Et pourtant, c'est crucial. C'est vrai qu'en tant que formateur, j'ai beaucoup entendu des étudiants qui me disaient qu'ils n'avaient jamais, alors, en étant un petit peu dans la caricature, jamais travaillé au cours du lycée. Et en fait, quand ils arrivent sur des études de type universitaire où, par exemple, vous avez pas d'évaluation, pas de contrôle continu, mais un partiel de fin de semestre, voire des concours, par exemple, sur des études comme la médecine ou la pharmacie, eh bien, ils ont un vrai problème d'organisation. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo. Et j'espère que je serai donc le plus complet possible. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des points que vous voulez que je revoie dans une seconde vidéo si je les ai oubliés ou si vous avez des questions. Donc, en ce qui concerne la méthodologie, pour moi, ce qui est le plus important pour bien commencer, c'est déjà de déterminer quelle mémoire vous avez. Donc voilà, ça c'est en fait c'est un diapo que moi je fais dans certains cursus dans lesquels j'interviens. Quand je suis par exemple un des professeurs qui a le plus d'heures, je me permets en fait de grignoter une heure pour faire un petit point méthodo. Et donc voilà, ce que je leur dis, c'est que ce qui est hyper important, et je ferai un aparté sur le concours de médecine à la fin de la vidéo, c'est le bon démarrage qui est absolument indispensable. Et donc, si vous n'avez pas été habitué à travailler ou si vous pensez que vous ne savez pas travailler ou que vous considérez que vous n'avez jamais travaillé, ça va être absolument primordial que vous déterminiez très vite votre méthode et que vous trouviez votre rythme de travail dès le début du semestre. D'autant que sur les études supérieures, on a souvent des semestres qui sont très chargés en début, avec beaucoup de cours, et des fins de semestre qui sont un peu plus relâchées au niveau des cours, parce que vous allez avoir peut-être plus de temps de travail personnel ou des temps de révision, parce que vous serez donc proche des examens. Et donc, en fait, dans cette optique-là, pour moi, ce qui est très important de savoir, c'est que vous commenciez par déterminer en fait quel est votre type de mémoire. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'auditif, visuel ou kinesthésique? Alors là, je les ai séparés de manière très tranchée. Vous verrez qu'en fait, on peut être un mélange de ces trois mémoires. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est quelle est sa dominante, s'il y en a une. Ou si vous êtes sur un profil qui est assez équilibré entre les trois mémoires, ce qui est quand même assez rare mais qui peut arriver, il faudra en fait que vous adaptiez vos apprentissages en fonction de quel est l'intérêt de chacune de ces mémoires par rapport à vos apprentissages. Donc, de manière un peu simplifiée, mémoire visuelle, en fait, c'est lorsqu'on apprend quelque chose, on retient mieux tout ce qui va être schéma, tout ce qui va être tableau. Ce sont des étudiants qui, quand ils vont être en composition, ils vont être en fait dans une visualisation intérieure de leur cours. Et donc, ils vont se rappeler exactement quel concept est placé où dans leur cours, quelle est toute l'articulation du cours. Deuxième type de mémoire qui est assez répandu, la mémoire auditive, où on retrouve toutes les personnes qui vont apprendre leur cours en parlant à haute voix, un peu comme on faisait quand on était plus jeune, sur l'apprentissage des poésies. Et enfin, vous avez une mémoire qui est un peu plus complexe, mais qui est assez répandue également, pas forcément dominante, mais je trouve qu'on en a tous un petit peu une partie plus ou moins importante. C'est la mémoire kinesthésique. Donc la mémoire kinesthésique, en fait, ça va être une mémoire un peu d'association de sens, par exemple, qui va associer des anecdotes à de l'expérience personnelle. Donc ça va être, par exemple, un formateur qui va faire son cours et qui va illustrer son cours par une expérience professionnelle ou personnelle qu'il a vécue. Et en fait, on va assimiler la notion à un récit, à une histoire, et en fait, on a une association de concepts qui fait que ça va permettre à l'étudiant de retenir. Quand je vous dis que c'est aussi une mémoire d'association de sens, c'est par exemple tous ceux qui vont être obligés de marcher, qui vont être obligés d'avoir un objet dans les mains, un stylo, de l'écrit, des choses comme ça. Ou encore, ça va être ceux qui vont être les étudiants professeurs qui, par exemple, vont tester leurs acquis
en expliquant les concepts d'un cours à leurs camarades. Et généralement, c'est des personnes qui vont vous dire, bah, si j'arrive à te l'expliquer, c'est bon, ça veut dire que mon concept, il est maîtrisé. Voilà. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je fais généralement dans mes cours, c'est j'ai un petit questionnaire. Donc là, vous voyez, c'est marqué BTS AVM 1, donc c'est un BTS d'analyse de biologie médicale. Donc moi, j'enseigne la microbio dans ce BTS, qui est une matière où il y a quand même beaucoup de par cœur, mais il y a aussi pas mal de raisonnement. Et en fait, c'est un questionnaire où il y a une quinzaine de questions, où chaque proposition, en fait, va correspondre à un type de mémoire. Et en fait, ça permet à l'étudiant à la fin de calculer en fait statistiquement comment est réparti, enfin comment sont réparties ces différentes mémoires. Donc si ça vous intéresse, je vous le mettrai à disposition en commentaire de la vidéo. Et si vous avez des questions, c'est pareil, je vous mettrai mon adresse mail si vous avez besoin peut-être d'aller plus loin ou vous avez besoin de conseils. Donc, à titre personnel, moi, par exemple, je l'ai fait, ce test. Donc, ma mémoire est divisée en trois. Enfin, ma mémoire, elle est répartie sur les trois types de mémoire. Donc, j'ai 50% de mémoire qui est quand même visuelle, 10% de mémoire qui est auditive et 40% de mémoire qui est kinesthésique. Alors maintenant, avec le temps, puis des années d'enseignement, je suis pas surpris de mon résultat. Je vous l'explique juste très brièvement, en fait, comment moi, par exemple, je vais me servir de ce résultat. Donc ma mémoire est visuelle, ça c'est une certitude, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu besoin, par exemple, de schématiser mes cours quand j'étais étudiant et de transformer des gros blocs de texte en carte mentale, en tableau, en graphique, parce que apprendre que du texte comme ça et le lire et le répéter à voix haute, c'était vraiment pas facile pour moi de le retenir. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pu déterminer de mémoire en fin de deuxième année de licence, début de troisième année de licence. Avant, je m'en suis sorti parce que je travaillais on va dire un peu comme un bourrin et ça passait, mais c'était pas très efficace. Je pense que je passais beaucoup trop de temps à travailler pour les résultats que j'avais. Et d'ailleurs, en fait, ce qui m'a un peu poussé à optimiser mes mémoires, c'est quand j'étais étudiant, du coup, j'avais un job étudiant et j'avais beaucoup moins de temps que les autres, donc il fallait absolument que quand je travaille mes cours, je sois beaucoup plus efficace. Enfin, je referme la parenthèse. Vous voyez que j'ai une mémoire auditive qui est assez faible, donc 10%. Donc ça, moi, comment je m'en servais? En fait, c'était quand j'arrivais sur des fins de révision, des fois, j'arrivais quand même à saturation parce que le temps passé dessus faisait que, comme tout le monde, j'en avais marre au bout d'un moment de travailler. Et je me servais en fait de mes camarades ou même de mes proches pour qu'ils me lisent ou qu'ils me disent certaines informations que j'avais du mal à retenir. Je savais que du coup, il fallait que ce soit assez concis, assez précis. Et en fait, c'est comme ça que je sollicitais juste mes 10% de mémoire auditive. Et enfin, 40% de mémoire kinesthésique. Donc, vous voyez que je suis quasiment à 50-50 avec la visuelle. Alors ça, c'est personnel également. Donc, comme je vous ai dit, association de sens. Moi, l'association de sens, c'est que en fait, je travaillais beaucoup avec des musiques qui n'avaient pas de paroles. Comme de la musique classique ou des musiques où je comprenais pas trop les paroles. Je sais que, par exemple, quand j'étais étudiant, j'aimais beaucoup la musique comme Mera, donc les chants un peu en latin. Et en fait, vu que je ne comprenais pas ce qui était chanté et que c'était très mélodieux, mon cerveau n'était pas déconcentré, perturbé par ce qui était prononcé en termes de paroles. Et donc, du coup, ça m'a amené à fusionner, par exemple, mes mémoires. Et donc, je faisais mes schémas en musique, des choses comme ça. Et par expérience personnelle, ça m'est arrivé que dans certains partiels, quand on me demandait de restituer une notion, eh ben, au fond de moi, j'avais la musique qui m'avait permis d'apprendre la notion que j'entendais en même temps. Et donc, en fait, je me rappelle qu'à l'époque, je me suis dit, c'est fou. Comment ça fait que j'avais la musique en même temps qui est en moi quand je restitue mon cours. Et c'est après, en devenant pédagogue et en lisant de nombreux ouvrages, que j'ai compris en fait voilà l'intérêt de la mémoire kinesthésique, qu'elle pouvait venir au renfort de la mémoire visuelle. Après, sur une mémoire auditive, je pense que ce serait compliqué d'écouter de la musique et en même temps de lire un texte, parce que du coup, je pense que ceux qui travaillent comme ça, ils ont besoin de s'entendre. Donc, c'est pas possible. Mais par exemple, ça peut être des personnes qui vont lire leurs cours en marchant, en se déplaçant ou des choses comme ça. Donc après, sur la kinesthésique, il n'y a pas de règle absolue. C'est vraiment à vous, entre guillemets, de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez. Et cela vous permettra en fait d'adapter voilà, ces concepts de mémoire à votre propre méthodologie.
Ensuite, au niveau de là, on va vraiment rentrer dans la méthodologie de travail. Pour moi, il y a, on va dire, deux types de grandes méthodologies. Donc, la première méthodologie que moi, j'affectionne pas beaucoup, qui est très étudiée par les, enfin, pas étudiée, pardon, mais qui est très utilisée par les étudiants en médecine, ça va être la méthode des J. Donc J pour jour, où en fait, on part du principe que quand vous allez recevoir un cours, donc que ce soit un PDF, que ce soit un cours en amphithéâtre, en classe, etc., vous allez être à J0. C'est-à-dire c'est la première fois où vous allez recevoir, du coup, sous forme orale ou écrite, un enseignement. La méthode DJ, en fait, elle va mettre en place une séquence de jours à laquelle vous allez devoir reprendre ce cours au fur et à mesure pour ne jamais le laisser de côté et pour, en fait, le, le revoir à échéance régulière et bah, vous structurer un petit peu votre planification de votre révision d'un cours jusqu'à ce que vous passiez bah, soit un contrôle, si vous êtes sur du contrôle continu, soit un partiel, soit un concours. Donc ça, cette séquence, elle est adaptée à fonction de vos capacités et de votre nombre de chapitres et de matières que vous allez avoir. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de chapitres et de matières, mais en fait, moins vous avez de temps, entre guillemets, pour repasser dessus, parce que ça veut dire que vous allez avoir des journées ou sinon, ça va vous faire des journées à rallonge. Et après, ça va être propre à chacun au niveau de son temps disponible et de sa capacité de travail. Vous pouvez voir en fait que sur le support, j'ai mis une petite phrase en bas. Donc ça, c'est pareil, ça se destine à mes étudiants parce que moi, ils sont en alternance où en fait, ils ont cours une semaine sur deux. Et dans la méthode des J, attention, la semaine où vous n'êtes pas en cours, donc sur votre terrain d'alternance, c'est pas une semaine de vacances. C'est-à-dire que si vous avez eu un cours, je sais pas moi, le mardi à l'école, le mardi d'après, sur le J7 de la méthode DJ, vous êtes en travail. C'est-à-dire que dès que vous finissez votre travail ou avant d'aller au travail, vous allez devoir reprendre ce cours. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime pas trop la méthode DJ parce que je la trouve très contraignante. Ça demande une organisation quand même très stricte, très rigide. Et surtout, elle me paraît pas du tout adaptée sur des filières d'études où l'enseignement est très dense. Je pense notamment au cursus de médecine. C'est très populaire pour les étudiants en médecine, mais quand on voit la masse d'informations qu'ils doivent ingurgiter, en dépit du fait que ce sont des étudiants qui travaillent quand même beaucoup, je sais que quand j'étais directeur de prépa, moi je leur conseillais de travailler à 70 heures par semaine. Et je vous assure qu'il faut y arriver, et même si au début on n'est pas efficace, enfin, c'est un entraînement. Et on voit au fur et à mesure que bah, les étudiants sont de plus en plus efficaces quand ils jouent bien le jeu. Eh bien, la méthode des J, en fait, elle peut être hyper frustrante parce que il y a forcément un moment où l'étudiant se fait dépasser. Et en fait, ses journées se décalent. Et en plus, lui, il voit qu'il est en retard. Et en fait, il y a une sensation qui est créée, qui est un mal-être ou une sensation d'échec qui, pour moi, est vraiment très contre-productive pour un étudiant, surtout si vous avez, par exemple, pas de retour de notes et que vous faites que travailler, que travailler, que travailler. Vous n'avez pas en fait de récompense de notes ou de satisfaction de notes qui va venir en fait sanctionner bah, votre bonne méthode de travail ou éventuellement votre mauvaise méthode de travail. Parce que c'est pareil, même si vous appliquez la méthode des J, voilà, vous connaissez votre mémoire, tant que vous n'avez pas une évaluation qui est là pour un peu certifier ou sanctionner vos apprentissages, vous êtes un petit peu à l'aveugle et un petit peu dans le flou. Donc c'est pour ça que voilà, je vous la présente, mais la méthode DG, moi, je suis pas du tout fan de cette méthode. Après, la deuxième méthode, pour moi, c'est la méthode des to-do list, où en fait, ça consiste à tenir un espèce de tableau de bord. Donc ça, vous pouvez le faire donc sur divers logiciels. Moi, maintenant, je suis passé beaucoup sur Notion, où en fait, vous allez lister toutes vos tâches et vous allez définir des groupes de priorités. Priorité 1, priorité 2, priorité 3. Dans le cadre des études, donc la priorité 1, voilà, ça va être tout ce que vous considérez comme non négociable sur une période donnée. Donc moi, j'ai pris l'exemple d'une semaine. Donc, par exemple, si vous avez un contrôle, la priorité non négociable, ça va être de réviser pour ce contrôle. Si vous avez un devoir à rendre, un compte rendu à faire, un devoir maison, des choses comme ça va tout rentrer dans la priorité 1, tout ce qui est non négociable. Après, le deuxième groupe de priorités, donc moi que j'appelle le priorité 2, ça va être des tâches urgentes
qui potentiellement vont passer en priorité 1 la semaine d'après si elles ne sont pas traitées sur une semaine. Donc c'est comme ça en fait moi que j'ai défini mes ordres de priorité 1 et de priorité 2. Et ensuite la priorité 3, bah, c'est tout ce qui va être sur une période qui va être au-delà de 2 semaines, ou dans le cas de certains cours par exemple que vous connaissez très très bien, et que du coup ça sert à rien de s'acharner dessus, parce que vous allez certes avoir une sensation de maîtrise, mais au final c'est peut-être pas ça l'urgence. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est également comme ça maintenant que je travaille au niveau pro en tant que donc, chef d'entreprise et formateur. Je sais que j'ai mes tâches de priorité que j'ai mis en forme de Kanban. Donc ça parlera plus à ceux qui utilisent des applications comme Trello, des applications de to-do list. Et du coup, ça me permet en fait de vite voir quelles sont les priorités de la semaine, mettre les échéances plus précises si jamais vous le pouvez, s'il y a des contrôles, s'il y a des deadlines qui sont bien fixés. Et comme ça, d'une semaine à une autre, j'ai juste à décaler en fait mes blocs de tâches en fonction de si ça a été bien traité ou pas bien traité, etc. Je vous donne un autre exemple. Si vous avez un cours que vous avez eu, je sais pas, il y a une semaine et demie ou 2 semaines, voilà, vous l'avez jamais revu, donc vous considérez que c'est une priorité 1, parce qu'à un moment, il faut vraiment se remettre dedans, sinon, plus on va s'éloigner du cours, plus en fait, ce que vous avez assimilé en cours va être perdu. Donc vous y passez un nombre d'heures dessus que vous avez préalablement défini comme étant suffisant pour bien réactiver vos connaissances sur ce cours. Typiquement, après ça, si vous êtes sur un concours où c'est des notions qui doivent être revues de manière régulière, vous allez le reglisser dans la priorité 3. Et vous le laisserez dans la priorité 3 jusqu'à ce que vous vous dites, ah bah là, ça commence un petit peu à être lointain pour moi, ah bah je rebascule en priorité 2, ou voire je rebascule en priorité 1, parce que par exemple c'est un partiel qui arrive bien avant les autres, et que même si vous étiez à l'aise, bah voilà, vous voulez optimiser vos chances d'avoir des bonnes notes, et du coup vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles. Donc moi, ce que je conseille à mes étudiants, c'est que peu importe la méthode que vous choisissez, vous pouvez expérimenter les deux sur un premier mois de rentrée. Et par contre, là où je les mets bien en garde, c'est qu'il vaut toujours mieux faire un planning pas assez chargé. C'est-à-dire que, par exemple, sur votre méthode de J, vaut mieux peut-être décaler un petit peu vos séquences. Par exemple, sur la diapo précédente, j'avais mis J0, J1, J3, J7. Peut-être vous pouvez faire J0, J1, J4, J9, etc. Ce sera peut-être plus gérable pour vous, plutôt qu'une séquence plus rapprochée. De même que pour la méthode des to-do list, il faut absolument pour moi que votre tâche de priorité 1, elle soit tenable. Si jamais vous ratez, entre guillemets, vos priorités 1, alors soit vous avez mis des tâches qui ne sont pas vraiment de la priorité 1 et il y avait un peu de priorité 2. Bon, bah dans ce cas-là, soyez, comment dire, soyez fiers de vous, soyez content de vous. En fait, vous avez fait bien plus que ce qui était prévu, et c'est vous qui avez peut-être mal priorisé vos tâches. Ou alors, à contrario, soit c'était que de la priorité 1, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a eu peut-être un problème d'organisation en amont, ou alors que vous avez, pour le coup, pas été efficace dans votre travail. Ça, c'est pareil. Moi, j'aime bien quand les étudiants ils me suivent sur la méthode des to-do list. Parce que quand ils me disent, ah, mais j'ai bossé 8 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures, que je leur dis, bah voilà, montre-moi par exemple ta liste de tâches. Et que je vois par exemple que pour le coup, la priorisation, elle a été bien faite. Mais je lui dis, mais par contre, en fait, 12 heures sur par exemple un chapitre d'une matière, là, il y a un manque évident de productivité et d'efficacité. Et donc, dans ce cas-là, il faut revoir. Est-ce que c'est parce que l'étudiant était lacunaire, par exemple, dans une matière, et en fait, effectivement, ça lui demande plus de temps pour assimiler certains concepts? Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il aurait dû décomposer sa tâche en deux en mettant, par exemple, revoir les bases de cette matière. Et plutôt que d'avoir toute l'autre matière en un gros bloc, ben, elle l'a reséparée en deux blocs. Un qui reste effectivement dans la priorité 1 avec les lacunes, et un autre bloc qui passe en priorité 2 qui doit être rapidement revu la prochaine fois. Donc, le risque, en fait, que vous ayez pas de récurrence de revoir des cours de manière régulière, ça va se traduire par ce qu'on appelle la courbe d'Ebbinghaus, où en fait, on voit que si jamais vous ne faites pas de rappel de notions, la courbe s'effondre assez rapidement. Donc, vous voyez, dès 10 minutes, ça commence déjà à diminuer, et à un jour, on est au-delà de 30-40%.
Alors que si vous relisez assez régulièrement, par exemple, si vous arrivez, alors c'est pas toujours facile et ça j'en ai bien conscience, mais vous arrivez à le relire le soir même, bah, vous allez en fait remonter en fait tout de suite certaines notions que vous avez vues et ça vous permettra en fait peut-être de décaler votre deuxième relecture à une semaine justement et vous serez un petit peu moins dans le rush. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous d'être honnête envers vous-même et voir ce qui est réellement possible de faire dans le temps imparti. Ça peut être aussi juste remettre au propre. Des fois, quand on est sur de la prise de notes un petit peu à la va-vite, bah, rien que de réfléchir à comment vous allez rendre plus esthétique votre cours ou le restructurer, en fait, quelque part, vous êtes déjà en train de processer votre cours et l'information et vous êtes déjà en train de faire du rappel de connaissances. Donc voilà, donc si vous voulez regarder un petit peu plus les différents temps, mettez la vidéo sur pause et ça vous permettra en fait de comprendre vraiment l'intérêt de revoir ça beaucoup de fois. Ensuite, là, on va passer sur un fléau qui est de plus en plus actuel de nos jours, c'est vraiment le téléphone. Il y a eu plein d'études qui se sont en fait attachées à calculer le temps de déconcentration d'un téléphone, que vous y répondiez ou pas. Et que ce soit un appel, une notification ou chercher une musique, par exemple, où vous allez réfléchir à quel morceau vous voulez. Enfin voilà, au final, vous n'êtes pas totalement sur votre travail. Donc ça, c'est une étude que j'ai choisie. Il y en a d'autres. Alors, il y en a peut-être certains qui vont me dire, ah, mais j'ai pas vu ces temps-là. Euh, Juste le fond du problème, c'est que le téléphone va vous déconcentrer. Ok. C'est-à-dire que c'est pas que l'action d'être sur le téléphone qui vous déconcentre, c'est le fait de, vous sentez que votre téléphone a une information, un message, une notification, vous allez y répondre, et après, il va falloir vous y remettre. Et donc, le moment où vous avez reçu une information de votre téléphone et vous retournez au travail, vous perdez grosso modo 30 minutes. Parce qu'on estime qu'il faut 20 minutes pour se remettre dans votre travail et être aussi efficace que quand vous avez été interrompu par votre téléphone. Donc, vous imaginez si vous vous faites avoir juste une fois par jour. C'est pas beaucoup, hein, parce qu'on est tellement sollicité aujourd'hui par le téléphone qu'une fois par jour, ce serait même beau pour les personnes qui ont leur téléphone pas loin. Sur 9 mois, donc si tous les jours vous perdez 30 minutes, vous perdez 8100 minutes. Donc, vous imaginez le nombre d'heures de travail que vous avez perdu. Et c'est là où des fois, c'est très difficile en tant que formateur ou enseignant de faire comprendre aux étudiants qui vous disent j'ai bossé 12 heures. Oui, mais tu as bossé 12 heures dans quelles conditions? Si justement il y a eu beaucoup d'interruptions de téléphone, bah en fait, c'est pas 12 heures que tu as peut-être travaillé, c'est peut-être que 2 heures. Parce que tu as passé du temps. Donc, d'un point de vue comptable, d'un point de vue chronomètre, oui, il y a eu beaucoup de temps de pris. Mais en fait, d'un point de vue efficacité de travail, bah, en fait, il n'y a pas eu du tout suffisamment comment dire, de concentration et d'implication cérébrale vers juste cette tâche de travail. Donc, quelques techniques pour se détacher de son téléphone. Donc là, j'en ai mis deux, mais il y en a même une troisième que on recommandait. Donc là où j'étais directeur en prépa de médecine, la plus extrême, c'était qu'en fait, on disait aux étudiants de laisser leur téléphone dans un casier. Et en fait, ils pouvaient voir leur téléphone que quand ils faisaient leur pause. Mais en fait, ça, c'était bien. Ça apprenait en fait à l'étudiant à gérer sa pause et à gérer son téléphone, où en fait, il regardait vraiment son téléphone pendant la pause. Et là, au moins, quand il était à sa table en train de travailler, on était sûr qu'il était là que pour travailler. Alors, après, il y en a qui me disent oui, mais j'ai besoin de mon téléphone pour la musique. Donc, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, c'est pareil, j'étais un étudiant qui aimait bien travailler avec certains types de musique. Donc là, il y a plein de solutions, hein. Vous mettez le mode ne pas déranger. Donc, moi, je suis sur iPhone, donc la petite lune. Ou vous avez des applications qui vont désactiver les réseaux sociaux ou désactiver les notifications sur même une plage horaire. Donc ça, c'est super. Si vous êtes quelqu'un de bien rigoureux et que vous avez des plages de travail qui sont assez régulières, bah, vous avez juste à activer, bah voilà, de telle heure à telle heure, je veux rien voir. Et au moins, vous êtes tranquille. Donc voilà, le téléphone pour moi, c'est un aparté qui est vraiment hyper important. Voilà, moi ce que je fais aussi pendant mon premier cours là, sur la méthodologie, c'est que je définis, enfin ça c'est une définition que j'ai trouvée sur internet, je crois que je l'ai prise sur un dictionnaire en ligne. Donc c'est la définition de la concentration. Donc la concentration, c'est l'orientation de l'ensemble de ces activités mentales
vers un seul objet, donc vers une seule action. La concentration n'est pas un état passif, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça en se disant allez je mets mon travail, c'est bon je suis concentré. Non, c'est fatigant, donc ça demande de mobiliser une énergie pour se concentrer sur une tâche à accomplir. C'est pour ça que on a des fois des sensations de fatigue après avoir travaillé plusieurs heures sur des devoirs, enfin voilà, pendant nos études. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas confondre non plus tout ce qui va être la fatigue intellectuelle et la fatigue physique. Et là, c'est un petit aparté que je fais pour la vidéo, mais que c'est vrai que je ne pense pas toujours à faire quand j'ai mes étudiants. C'est pas la même chose que la fatigue physique, et donc c'est pour ça que c'est aussi important de faire du sport, parce que des fois on sort par exemple d'une journée de travail, de révision, de cours, on est fatigué, et on va rentrer chez soi et on va pas dormir. Mais parce qu'en fait, la fatigue, elle est juste cérébrale, elle est juste mentale, et il n'y a pas cette fatigue physique qui pourrait être importante justement pour amener le sommeil. Alors après, il y a plein de choses aussi à respecter, pas faire du sport trop près du temps de coucher, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Et bah, si vous voulez que j'en parle dans une autre vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Ensuite, au niveau de la concentration, il faut savoir que donc ça va être dépendant en fait de notre environnement. Et en fait, notre concentration va être soustraite à tout ce qui peut nous perturber dans l'environnement. Alors, ça peut être des détails, par exemple, une horloge qui fait tic-tac. Moi, je sais que, par exemple, ça serait quelque chose qui m'insupporterait d'avoir vraiment, même si c'est un bruit régulier, je déteste ça. Dans les cas les plus extrêmes, bah, ça va être des personnes qui passent. Par exemple, si vous n'avez pas une pièce de travail chez vous, donc les membres de la famille, la télé, les parents qui viennent vous demander des nouvelles, des choses comme ça. Donc tout ça, ça va être de la distraction. C'est un peu comme le téléphone, en fait, ça va vous sortir de votre état de concentration et donc c'est compliqué de se remettre dedans. Et en fait, vu que c'est pas passif, ça redemande de l'énergie. Et c'est un peu comme une voiture, c'est-à-dire que si votre voiture, à chaque fois que vous l'allumez, vous faites 1 kilomètre, vous l'éteignez, vous la rallumez, ben, vous allez toujours consommer plus avec le démarrage qui nécessite donc d'actionner le moteur. C'est pareil pour le travail. Donc c'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment d'avoir un endroit qui est propice à la concentration, avec vraiment une zone réservée au travail. C'est pas forcément une pièce entière, mais juste une table, un bureau dans un endroit d'un appartement où au moins vous savez que là, c'est l'espace travail. Je pense à, par exemple, à des étudiants qui sont en chambre crous, où c'est petit. Bah, au moins avoir une partie du bureau, vous savez que là, c'est que votre boulot, parce que souvent, c'est tellement petit, il y a une télé pas loin, ou des choses comme ça. Et voilà, il faut qu'il y ait voilà, un cadre qui soit hyper, comment dire, agréable pour travailler, et surtout où en fait votre cerveau va de plus en plus rapidement comprendre que si vous vous mettez ici, dans cette position par exemple, c'est que vous êtes là pour travailler. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est vraiment l'environnement de travail, si possible, qui doit être constant et avec le moins de sources de distraction possible. Ensuite, comme je vous l'ai dit au début, quand on va tester des méthodes de travail, surtout si on n'en avait pas, on peut avoir des échecs, des erreurs. Donc, ça peut se traduire par les premières évaluations où les résultats sont pas terribles. Ou si vous avez de la chance d'avoir des filières, vous avez des travaux dirigés où on vous fait faire des exercices et vous les faites bien en amont et on vous corrige, et bien vous allez pouvoir voir si votre méthode elle est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est pas parce que les premiers résultats sont mauvais que c'est une fatalité. Il y a plusieurs raisons. Ça va vraiment dépendre de votre profil. Donc là, après, voilà, si vous souhaitez un accompagnement, bah, n'hésitez pas à contacter des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Moi, c'est pareil, je fais de l'accompagnement avec ma société pour les étudiants. En 2 heures, ça peut être totalement réglé. Mais il faut se dire, est-ce que j'ai des mauvaises notes? On va prendre le cas de la note, ce qui va sanctionner toutes nos erreurs, parce que j'avais des lacunes et je suis en train de les combler, mais au final, je sens que je suis sur la bonne voie. Ma méthode de travail n'est pas bonne. J'en ai testé une, elle ne marche pas, donc il faut que je change. Ou qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bah, ça peut être, voilà, j'ai fait, je sais apprendre. Ça c'est aussi quelque chose que je retrouve fréquemment chez mes étudiants. Je sais apprendre, mais j'ai du mal à restituer. Et ça, c'est vrai que c'est des fois très frustrant pour un étudiant qui par exemple, dire à son professeur, mais regardez, j'ai appris, je sais que ça c'est comme ça, telle notion, je suis capable de vous la ressortir, mais en fait, la conversion à l'écrit, ou alors la réponse précise à une question est difficile. Et donc là, on rentre dans un autre
problème, qui n'est pas de la méthodologie de travail, qui va être plutôt en fait de la méthodologie de rédaction ou apprendre à cerner un sujet. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet sur lequel je ferai une vidéo plus tard dans l'année. Après, s'il y a des erreurs qui sont récurrentes parce que voilà, il y a des petites subtilités qui reviennent de manière fréquente. Nous, ce qu'on conseillait par exemple en prépa médecine, c'était vraiment de rédiger un cahier d'erreurs. Et en fait, vous notez par exemple toutes les erreurs que vous faites de manière récurrente. Donc ça pouvait être euh, en exemple concret, je sais pas, ça pouvait être en anatomie, par exemple, en fait, de toujours confondre les adjectifs concaves et convexes. Donc, bien renoter une bonne fois pour toutes ce qui est défini par concave et ce qui est défini par convexe. Par contre, attention, un cahier d'erreur, c'est bien de le tenir en disant, bah, voilà, je me trompe tout le temps sur cette notion, voilà, en fait, ce qu'il faut que je retienne. Il faut le relire, ce cahier d'erreur. Mais et c'est là, après, il faut qu'il soit bien structuré. En fait, il faut que vous ayez des espèces de petits encarts sur vos erreurs où vous renotez la partie du cours qui a péché et vous relisez bien cette partie du cours. Ou alors, si vous n'avez pas fait un cahier d'erreur, mais vous avez eu, par exemple, une colle d'entraînement, enfin un examen blanc, un exercice blanc, des choses comme ça, mettez en fait des gommettes sur votre cours où en fait vous sentez que là vous avez été hyper fragile et que ça vaudrait le coup, par exemple, d'y revenir par la suite. Et enfin, pour terminer, moi, je vois aussi de plus en plus de jeunes là sur les 2, 3 dernières années que je trouve fatigués en classe. C'est-à-dire qu'ils sont à moitié avachis sur leur bureau, ils dorment, ils sont mous. Le sommeil, c'est hyper important. Et le sommeil ne doit, je vais dire jamais, même si voilà, c'est dur de faire des réalités absolues, mais dans l'idéal, ne doit jamais être sacrifié pour du travail. C'est-à-dire que si à un moment vous êtes trop en retard dans le travail, moi je vous conseille plutôt de dormir plutôt que de faire chuter drastiquement votre sommeil parce que vous allez avoir deux effets pervers. Déjà, le sommeil permet de fixer l'apprentissage pendant la nuit. Et deux, le manque de sommeil peut vous rendre bah, du coup plus fatigué la journée. Et en fait, vous allez perdre de la productivité la journée. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez dormir moins pour compenser le retard. Vous allez être de plus en plus fatigué. Et en fait, vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui va en fait vous pousser de plus en plus dans ces travers de grignoter sur votre sommeil. Et vaut mieux en fait, une journée où on n'a pas été efficace, parce que bon, bah, ça arrive, à un moment, on n'est pas des robots et c'est possible qu'on ne soit pas toujours performant. Bah, quand même vous coucher, par contre, le lendemain, essayez de bien reprendre le rythme et d'être bien dans les clous, mais au moins d'être reposé et vous verrez que vous arriverez beaucoup mieux à apprendre. Donc, pareil pour le sommeil, c'est comme le travail, c'est comme la concentration. Notre cerveau, il a besoin d'être conditionné, il a besoin de comprendre que si tel ou tel scénario se produise, bah voilà, c'est que vous allez l'emmener à aller se coucher. Donc c'est pour ça qu'on déconseille les expositions aux écrans plusieurs minutes, voire heures avant d'aller se coucher avec les phénomènes de lumière bleue qui sont vachement excitantes. Ou alors, par exemple, le fait de regarder une série avec ce qu'on appelle les cliffhangers à la fin qui vous maintiennent en haleine et qui vous donnent envie de regarder la suite. Ça va vous mettre en état d'excitation. Donc, je dis pas qu'il faut pas regarder de série le soir, mais en fait, il faut que vous regardiez votre épisode de série ou deux si vous avez envie d'en regarder deux. Après, faites ce que vous voulez. Mais il faut que vous comptiez en fait bah, au moins 30 minutes à 1 heure pour décrocher en fait sur le média et pouvoir dormir dans des bonnes conditions. Et pareil que pour le travail, c'est bien que l'espace nuit, l'espace sommeil soit vraiment l'espace nuit, l'espace sommeil. Donc ça, c'est toujours délicat, mais par exemple, moi, je vous déconseillerais de relire vos cours dans votre lit. Enfin, je veux dire, là, votre cerveau, en fait, vous le court-circuitez parce que lui, il comprend pas. Normalement, lit égale dodo. Là, lit égale travail. Position un peu bizarre, hein. Vous êtes normalement allongé, donc pas vraiment une tenue non plus de travail. Donc, c'est un peu compliqué pour lui de comprendre qu'en fait, ben, voilà, c'est l'heure du coucher. Donc voilà en fait pour mes conseils de méthodologie. Donc après, moi ce que je dis à mes étudiants, c'est que c'est hyper important de choisir un travail et des filières d'études qui vous plaisent. Comme ça, vous n'avez pas l'impression de travailler. Donc c'est la fameuse citation de Confucius. Et
Dernier point qui, pour moi, est majeur, et ça, je m'adresse surtout aux étudiants qui sont justement sur des filières de concours, donc type classe préparatoire, concours de médecine, etc. Attention à pas vous comparer entre vous, surtout si vous êtes entre amis. Enfin, aucun intérêt déjà de se mettre en compétition. Normalement, si vous êtes amis, le but c'est peut-être plutôt de travailler ensemble plutôt que voilà d'avoir une espèce de compétition qui peut être malsaine. S'il y a des personnes que vous appréciez pas, bon, parce que vous jugez que c'est vos concurrents, vos rivaux, ben voilà, c'est inutile parce qu'en fait, c'est une source de stress qui est complètement délétère pour vous. Et la personne qui va bosser par bloc, comme moi, sous forme de priorité, va peut-être faire des blocs de 2 heures, des blocs de 50 minutes, des blocs de 30 minutes. Vous avez la méthode Pomodoro, par exemple, où c'est 25, 5, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Le but, c'est que vous trouviez votre rythme à vous. Mais votre rythme peut ne pas convenir à votre binôme, votre ami. Et dans ce cas-là, le but du jeu, c'est en fait de définir des temps de travail communs si vous avez envie de travailler en commun sur de l'apprentissage ou sur des travaux de groupe. Mais si vous voyez que vous êtes foncièrement différents entre vous sur vos manières d'apprendre, typiquement un visuel qui a besoin de mentaliser, de faire des images dans sa tête, et un auditif qui a besoin de parler, vous allez vous taper dessus parce qu'en fait, il y en a un qui va avoir besoin de calme, l'autre qui va faire du bruit. Donc ça peut être vraiment très très délétère pour vous de rester ensemble et surtout de vous comparer. Donc voilà, j'en arrive au bout de cette vidéo. Comme je vous avais dit, je voulais faire juste un petit aparté donc pour les étudiants en études PASLAS, parce que voilà, c'est des filières que je connais très bien pour les avoir accompagnés pendant plusieurs années, et je continue à donner d'ailleurs des cours dans cette filière. Euh, c'est hyper important, là, au 21 août, la fac normalement n'a pas encore repris, que vous réfléchissiez à votre méthode de travail. Ne partez pas bien tête, sans détour, à bosser n'importe comment, à faire des horaires énormes, alors que vous n'avez pas de structure. Parce qu'en fait, tôt ou tard, vous allez avancer, ça va s'accumuler. Et si jamais vous n'êtes pas structuré, au bout d'un moment, vous allez être perdu, vous allez même plus savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes bien sur tel ou tel UE? Est-ce que vous avez bien tout vu, des choses comme ça? Il vaut mieux que vous preniez quelques heures, alors, oui, c'est beaucoup, mais à structurer, à découper par exemple le programme de votre semestre, peut-être voir où vous êtes bon, pas bon, voir si vous n'êtes pas bon, peut-être allouer un petit peu plus d'heures, si vous êtes bon, allouer un petit peu moins d'heures, plutôt que de partir vraiment à fond de balle dedans, en suivant par exemple des personnes qui sont très fortes et qui, eux, en fait, même sans méthodologie, il y en a, hein, vont très bien s'en sortir. Parce que vous allez sinon vraiment le payer hyper cher au premier semestre. Et très souvent, moi, ce que je voyais, c'était des personnes qui faisaient ça au premier semestre et qui, en fait, trouvaient leur méthode de travail fin de premier semestre, voire dans le deuxième semestre. Et en fait, c'est trop tard. Et si vous voulez, moi, ce que j'avais l'habitude de dire aux étudiants en médecine, c'est que le premier semestre sur un concours, il va se jouer à la méthode de travail. Le deuxième semestre sur un concours, il va se jouer au sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui commencent bien structurées, eh ben, elles vont prendre un temps, une avance infinie sur les autres, surtout si, par exemple, elles arrivent à écarter le problème du téléphone, des choses comme, des procédés parasites comme celui-ci. Et deuxième semestre, les personnes qui ont compris que il faut être en forme, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il vaut mieux garder une hygiène de vie et être un petit peu plus ric-rac dans ses temps de travail, mais être toujours efficace quand vous travaillez, que ceux qui veulent, par exemple, compenser leur premier semestre parce qu'ils ont trouvé leur méthode de travail tardivement. C'est une très mauvaise idée. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, chaque année, on le dit, hein, maintenant je suis moins dans la méthodologie, dans les prépas de médecine, mais chaque année, on le dit à des étudiants et on a toujours une partie, en fait, où ça percute pas, ça rentre pas, ou ils ne croient pas, je sais pas. Mais c'est vraiment crucial de perdre quelques jours, même j'ai envie de dire 2-3 semaines de méthode, de recherche de méthode de travail, pour après être une fusée et bien finir à la fin du premier semestre, enfin finir même les 2 tiers du premier semestre, et après bien soigner son hygiène de vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quand même quelques
conseils, quelques astuces pour organiser votre année. Un grand courage pour ceux qui sont sur des filières de concours. C'est toujours très éprouvant, et pour vous et même pour vos parents, des fois qui doivent être derrière vous pour vous accompagner. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans mes commentaires. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où je retournerai sur un extrait de formation où je vous parlerai de la PCR selon différentes filières. Bonne journée et à bientôt.